Bonjour tout le monde, bonjour et bienvenue dans ce nouveau cours concernant toujours le programme de la première année du bac. Comme vous le savez, après je suppose la vidéo que vous avez, la dernière vidéo qu'on a déposée sur le net, c'était concernant les registres de langue, temps et tonalité. Et comme je vous avais déjà expliqué, je vous avais dit que normalement je vais arrêter la succession des cours concernant le roman d'Antigone pour pouvoir prendre un, un petit break concernant et bien sûr faire en sorte de voir quelques cours de langue et notamment les deux cours plus importants, les deux cours les plus importants que vous jugez vous-même importants et que c'était suite à vos demandes bien sûr et qui sont les registres de langue et les figures de style. Donc après le cours d'hier, ou avant-hier, je sais pas, normalement concernant les registres de langue. Maintenant, c'est le tour des figures de style que nous allons voir ensemble. Bien sûr, on va pas voir tous les cours, euh, tous les figures de style que nous avons, mais je vais faire en sorte de vous expliquer ce que vous allez retrouver le plus, surtout dans vos trois romans qui sont bien sûr La Boîte, Antigone et Le Dernier Jour d'un condamné à mort de Victor Hugo. Donc, nous allons bien sûr commencer notre cours immédiatement. Les figures de style. Donc, bonne visualisation. Donc, nous y voilà avec les figures de style les plus importants ou bien les figures de style que nous retrouvons le plus dans nos romans, les 3 heures bien sûr de la première année du bac. Dans un premier temps, j'ai fait une petite séparation entre les figures de style déjà pour vous rapprocher le sens et vous rapprocher l'utilisation de chaque figure de style. Donc, il y a quatre cases ou bien quatre types, d'accord? Major bien sûr, qui contient bien sûr chacune les figures de style qui y sont inclus. Donc nous avons les figures de style qui servent pour rapprocher les sens, ceux qui font le rôle d'insister ou bien donner une insistance au sens, les figures d'opposition et ceux de remplacement. Donc dans un premier temps, les figures de style, ils servent à quoi? Les figures de style, ce sont des procédés qui agissent sur la langue pour créer un effet. Un effet, que ce soit un effet sonore, d'accord? Ou un effet pour le sens. Ça veut dire, on utilise les figures de style afin que nos phrases ne soient pas vidées de sens, d'accord? Imaginez si je suis en train d'écrire un roman, d'accord, et que je n'utilise pas les figures de style. Donc, mais mon temps sera monotone. Ça veut dire il n'y a pas des hauts, il n'y a pas des bas, il n'y a pas des zones où vous allez pouvoir ressentir un effet peut-être d'humour, de chagrin, de tristesse, d'accord? Et vous comprenez ainsi que les figures de style, c'est le fait de leur les accumuler dans une phrase ou bien dans un paragraphe, c'est ce qui donne à chaque texte un ton et une tonalité bien précise. Donc les figures de style, quand on accumule plusieurs figures de style, c'est là où nous avons la possibilité de retrouver ce qu'on appelle un registre de langue, d'accord, qui nous permet de pouvoir classer chaque texte dans un registre bien précis. D'accord? Donc, c'est le rôle des figures de style. Donc, ils agissent sur la langue pour créer un effet ou bien un effet de sens. Ça veut dire afin que le lecteur comprenne telle chose, d'accord, avec précision. Ou bien, c'est comme si, comme je disais pour les registres de langue, c'est comme si on est en train de dessiner avec le mot. Ça veut dire, je veux vous faire comprendre une phrase. Si je le fais de la manière simple, pas mal de gens ne vont pas comprendre le sens que je cherche. Des fois, on appelle ça le sens figuré, le sens que je cherche dans la phrase. D'accord? Ils vont la comprendre littérairement. Ça veut dire, ils vont appliquer les méthodes de langue à la lettre pour comprendre la phrase comme elle est écrite. Alors qu'avec les figures de style, j'ai une sorte de pouvoir sur les mots. D'accord? Donc, mes mots ont un sens des fois plus grand que ce qu'ils contiennent réellement. D'accord? Et vous allez comprendre à fur et à mesure que nous allons étudier ensemble les figures de style, vous allez comprendre ce que je veux dire réellement par avoir un effet sur le sens du mot. Ça veut dire que le mot qu'on voit très simple pour avoir
un plus grand effet avec les figures de style. Donc, nous commençons avec les figures de rapprochement. Quand on dit rapprochement, ça veut dire qu'on est en train de rapprocher deux phrases, rapprocher deux termes, rapprocher deux sens, d'accord? Pour avoir un sens, d'accord, qui englobe les deux, qui fait l'ensemble des deux sens, et que nous ayons un troisième qui a une plus grande signification. L'explication peut-être vous permettrait plus de voir ce que j'ai envie de vous dire ou bien de vous expliquer. Donc, les figures de rapprochement, la comparaison. La comparaison, c'est quoi? La comparaison, c'est établir un parallèle entre un comparé et un comparant à l'aide d'un outil de comparaison. Ça veut dire, c'est rapprocher deux éléments qu'on appelle un comparé et un comparant. Pourquoi? Dans un premier temps, pour souligner bien sûr ou bien les différences, sinon, dans la plupart du temps, les ressemblances. Ça veut dire ces deux objets, ils se ressemblent en quoi? Normalement, ce rapprochement se fait toujours à l'aide d'un outil de comparaison. Quand je dis par exemple, euh, je sais pas, sage comme une image. Il est sage comme une image. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis en train de comparer sa sagesse à l'image dans le mur. D'accord? Donc, on sait que l'image dans le mur ne bouge pas, elle est là, dans son coin, il ne fait rien. Donc, on emprunte cette sagesse, d'accord? Le fait que cette personne est calme et tranquille, et on dit que vous êtes sage comme une image. D'accord? La métaphore. La métaphore, on peut dire, c'est presque une comparaison. D'accord? Mais c'est une comparaison qui rapproche deux termes, mais sans les relier par un outil de comparaison. Exemple, quand j'ai une phrase, il est sage comme une image, nous avons l'outil de comparaison. Donc on dit que c'est une comparaison. Mais quand on a une métaphore, c'est comme si on avait tué sage image, sans outil de comparaison. Ou bien on peut même euh, euh, carrément extraire l'un des éléments et dire par exemple, ce garçon-là est une image. Pour dire quoi? Pour dire qu'il est sage. Ça veut dire on a enlevé carrément le mot sage, on a enlevé l'outil de comparaison et on va directement pour dire cet enfant est une image. Chaque personne qui connaît le terme ou bien la phrase sage comme une image saura que c'est une personne qui est sage. Mais là, c'est dans un premier temps, vous voyez que c'est simple. La comparaison, la métaphore, vous vous dites que c'est simple. J'ai un outil de comparaison, donc c'est une comparaison. Je n'ai pas un outil de comparaison, c'est une métaphore. Mais il faut comprendre une chose qui est très importante. Quand je suis en train d'appliquer la comparaison pour rapprocher deux termes, il faut savoir une chose, que l'outil de comparaison, comme ou bien semblable, m'aide à avoir une plus grande liberté de comparer ce que je veux avec ce que je veux. D'accord? Il se peut que j'ai un ami, d'accord, que tout le monde retrouve moche. Alors que moi, je retrouve que c'est un mignon garçon. Un beau garçon, un beau gosse, comme on dit dans notre thème. Donc moi, je vais dire, cet homme-là, ou bien cet ami-là, est beau comme Leonardo DiCaprio ou comme Tom Cruise. J'ai la possibilité de dire ça. Pourquoi? Parce que j'ai utilisé le terme comme. Ça veut dire le terme, il me laisse la liberté de comparer ce que je veux avec ce que je veux. Ça veut dire que je ne suis pas très renfermé dans l'essence. Mais quand on utilise la métaphore, ça veut dire qu'on va vers un autre niveau de langue. La métaphore, ma comparaison doit être précise, de sorte à que chaque personne lit ma phrase, qu'il soit français, marocain, chinois, quelles que soient ses pensées, ses religions, ses façons de communiquer, il doit comprendre le même sens que j'ai. Je vous donne un exemple. Si nous prenons par exemple un exemple d'un animal, par exemple. On dit par exemple que le renard est rusé. Ça veut dire que tout le monde, sait que le renard est un animal qui est rusé. D'accord. Est-ce qu'il y a un autre animal qui a cette spécialité, qui a la ruse du renard? Non.
Chaque animal a bien sûr quelque chose de particulier. D'accord? Donc le crocodile, l'éléphant, le tigre, mais on sait tous que la girafe, le lion, mais on sait tous que pour le renard, chaque fois qu'on dit renard, on dit rusé. Ça veut dire, si j'ai envie de dire que par exemple Kamel est un renard, donc tout le monde, qu'il soit chinois, français, américain, comprendra que Kamel est une personne qui est rusée. Pourquoi? Parce que j'ai dit Kamel est un renard. Ça veut dire, pour la métaphore, mon rapprochement doit être précis et doit être compréhensible par tout le monde. Ça veut dire, je n'ai pas la possibilité de dire ce que je veux. Si je retourne vers l'exemple que j'ai fait moi-même de mon ami, que moi je trouvais qu'il était beau alors que les autres le retrouvaient moche, je n'ai pas le droit de dire euh, cette personne, euh, Tom Cruise. Non, je n'ai pas la possibilité de les relier. Pourquoi? Parce que tout le monde connaît Tom Cruise parce que c'est une star, ou bien connaît Leonardo DiCaprio, ou bien connaît Johnny Depp, et sait que ce sont vraiment des beaux gosses, des vrais beaux gosses, donc je n'aurai pas la possibilité de dire que mon ami ressemble à l'un d'eux s'il n'est pas réellement très beau et que tout le monde le retrouve beau comme il retrouve que DiCaprio, Johnny Depp ou Tom Cruise sont vraiment des stars qui ont vraiment cette beauté naturelle. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire avec la comparaison, j'utilise certes l'outil de comparaison, mais ma comparaison peut être ne peut ne pas être trop précis entre les deux éléments que je veux relier. Alors que pour la métaphore, les deux éléments que j'ai envie de relier doivent effectivement être proches, très proches l'une de l'autre. Donc, c'est concernant les figures de rapprochement. Pour les figures de remplacement, quand on dit remplacement, ça veut dire je vais prendre un terme et le remplacer par un autre terme. D'accord? Donc c'est évident. Si vous voyez le nom, normalement vous allez comprendre déjà c'est quoi. Rapprochement, c'est rapprocher de sens. Remplacement, c'est remplacer un terme par un autre ou bien une phrase carrément par une autre. Donc la première des figures de style, c'est la métonymie. Cette figure de style, son rôle est de désigner un être ou un objet par un autre être ou bien un autre objet. Mais bien sûr, il doit avoir un rapport avec cet objet ou bien avec cet être. D'accord? Et des fois, on dit aussi qu'on peut remplacer le tout par, par la partie ou bien la partie par le tout. C'est aussi une forme de métonymie ou bien de remplacement ou bien même là une autre figure de style que je vais bien sûr parler plus loin de cette dernière. Je vous donne un exemple de la métonymie. Quand on dit j'ai bu un verre, normalement, ce que j'ai envie de parler, je veux parler de ce que contenait le verre et ce que j'ai bu. Ça veut dire quand je bois de l'eau qui était dans un verre, normalement j'ai bu l'eau et non pas le verre. J'ai mangé mon assiette. Je n'ai pas mangé l'assiette, mais j'ai mangé ce qu'il y avait dedans l'assiette. Vous comprenez? C'est normalement le contenant qui désigne le contenu. D'accord? Le verre, c'est lui qui contient l'eau. Moi, j'ai bu l'eau, mais quand on m'a demandé, j'ai dit que j'ai bu un verre d'eau. J'ai bu un verre, non pas d'eau. J'ai mangé une assiette, ou bien deux assiettes. Mais ça ne veut pas dire que je suis en train un mangeur, que je suis un mangeur d'assiettes, mais je mangeais ce que contenaient les deux assiettes. Là, nous allons attaquer directement une autre figure de style qui est une forme particulière de la métonymie. C'est dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, c'est ce qu'on appelle la synecdoque. Et normalement, c'est pour désigner la partie à la place du tout, ou bien le tout à la place de la partie. Exemple, quand je vous dis que la France a gagné la coupe du Monde. La France a gagné la Coupe du Monde 2018. Ce n'est pas la France qui a gagné la coupe du Monde. C'est l'équipe de football de la France qui ont gagné, bien sûr, la Coupe du Monde. Mais j'ai désigné la partie, qui est l'équipe de foot, par le tout, qui est la France.
Le contraire. Si je dis que, par exemple, je vais quitter ces murs. C'est une phrase que pas mal de gens utilisent quand ils veulent parler de voyager ou bien de carrément changer d'habitation. Ils disent je vais quitter ces murs. Donc, normalement dans la maison, est-ce qu'il y a que les murs? Non, il y a les murs, il y a les portes, la salle à manger, la salle à coucher, la cuisine, mais on n'a pas parlé du tout, on a désigné qu'une partie mais qui désigne le tout. Contraire. Quand on a dit la France, c'était le tout pour désigner la partie qui est l'équipe de foot de la France. Maintenant, c'est la partie qui est les murs pour désigner toute la maison ou bien toute la ville ou bien tout le pays que nous souhaitons, bien sûr, dont nous souhaitons déménager carrément. Voilà, donc la métonymie et la synecdoque, ce sont deux figures de remplacement qui ont à peu près le même rôle, d'accord? Sauf que, bien sûr, la synecdoque est une forme particulière de la métonymie. D'accord? Mais normalement, avec les exemples, bien sûr, vous allez mieux comprendre. Donc, je vous avais dit que la métonymie, par exemple, boire un verre, alors que pour la synecdoque, nous avons deux cas de figure, la partie pour le tout ou bien le tout par la partie. L'équipe de France a gagné la coupe, donc je dis la France a gagné la coupe. Je vais quitter les murs, la maison, les escaliers, la ville, les voisins. Je dis seulement je vais quitter les, je vais quitter ces murs. Donc, la périphrase. La périphrase, normalement, c'est quand on utilise une expression pour désigner un seul mot. Et c'est très simple. Au lieu de vous dire le lion, je vous dis le roi des animaux. Au lieu de vous dire Rabat, je vous dis la capitale du Maroc. Au lieu de vous dire Paris, je vous dis la capitale de la France. Donc, je prends un mot et je le remplace par toute une expression. Au lieu de vous dire Ronaldo ou Messi, je vous dis le meilleur joueur du monde ou bien le gagneur du Ballon d'Or cinq fois, par exemple. C'est un exemple pour les amateurs de foot. L'euphémisme. L'euphémisme, on s'en sert quand on a un mot qui est brutal et on essaye de l'adoucir. D'accord? Par exemple, quand on a envie de dire à une personne qui malheureusement, pour une raison ou une autre, ne regarde pas, n'a plus la possibilité de voir les choses. Donc, au lieu de dire aveugle, on dit malvoyant. D'accord? Au lieu de dire elle est morte, on dit elle est décédée. Par exemple, il nous a quittés. Vous voyez, il y a des expressions qui servent à adoucir les termes. D'accord? Par exemple, j'ai pas envie de dire à une personne qui est âgée, vous êtes vieux, je pourrais dire vous n'êtes plus jeune. D'accord? C'est pour adoucir un terme qui pourra apparaître pour une personne brutale. Il y a d'autres gens qui vont bien sûr accepter le terme. Si je lui dis que vous êtes vieux, il vous dirait merci, merci. Pour lui, c'est un compliment. Alors que d'autres gens, donc, peuvent ne pas l'apprécier. Donc, pour éviter cela, je remplace un terme par un autre, d'accord? Pour un terme brutal par un autre qui pourra l'adoucir. Donc, par exemple, aveugle, malvoyant, euh, euh, vieux, il n'est plus jeune, il est mort, il est décédé. C'est, voilà, je pense que c'est évident et on passe à la litote. La litote, c'est quand on est en train de dire moins, mais pour exprimer plus. Quand une personne vient par exemple corriger votre examen et au lieu de vous dire vous c'est correct à 100%. Il vous dirait par exemple, ou bien il vous dira, vous n'avez aucune faute. Vous voyez, c'est normalement c'est plus que dire que c'est correct. Vous n'avez aucune faute. Ça veut dire, il se peut que je suis en train, par exemple, de réaliser un examen de mathématiques, d'accord? Et que même si j'ai pu arriver, je n'ai raté aucun point ou bien aucune virgule ou
aucune information n'est manquante. Donc, mon explication ou bien ma solution, elle est correcte de A à Z. Donc, quand je vous dis que vous n'avez aucune faute, je suis en train de vous dire que c'est plus que c'est correct. D'accord? C'est comme si, au lieu de vous dire, voilà, vous êtes une personne correcte, je vous dis que vous êtes une personne impeccable. Ça veut dire, c'est plus que correct. C'est un peu plus que correct. Par exemple, quand je viens vous dire, ou bien votre papa, ou bien un cher à vous vient vous dire, viens, je ne te hais point. Ça veut dire, c'est plus que je t'aime. C'est que je n'ai aucune chose à haïr chez toi. Pour moi, tu es complet. Voilà, c'est la litote. Euh, dire moi, mais pour exprimer encore et encore et encore plus. Et des fois même utiliser ce qui est négatif pour désigner ce qui est positif, ce qui est complet. Quand je te dis que tu n'as aucune faute, c'est quelque chose de négatif. Mais pour désigner toute la positivité et toute la correction qu'il y a dans le monde. Quand je te dis je ne te hais point, je parle du verbe haïr, c'est un verbe négatif. Mais pour te dire que j'aime tout chez toi. Vous voyez, c'est la litote. L'antiphrase. L'antiphrase, ou bien on peut dire l'ironie. L'antiphrase ou l'ironie, c'est la même chose, parce que c'est dire le contraire de ce que l'on pense. D'accord? Quand une personne a une coupe de cheveux qui est horrible, et vous lui dites, voilà, oh, j'adore ta coupe de cheveux. Tu l'as fait où? Ou bien qu'il est trop en retard et que je lui dis, oh, vraiment, tu es un rapide, toi, tu es dans les temps. Donc ça veut dire que tu es en train de lui dire le contraire de ce que tu penses. C'est l'antiphrase ou bien l'ironie. Donc voilà, la métonymie, la synecdoque, la périphrase, l'euphémisme, la litote ou l'antiphrase, ce sont, comme je vous ai expliqué, des figures de remplacement. Ça veut dire, je prends carrément une phrase ou un sens et je le remplace par une autre phrase ou un autre sens carrément. Donc remplacer le tout par la partie ou la partie par le tout, le contenu par le contenant ou le contenu par ou le contenu par le contenant ou le contenant par le contenu. La synecdoque, le tout, la partie, le tout. La périphrase, une expression au lieu d'utiliser un seul mot. L'euphémisme, euh, le mot brutal que je suis en train de changer en mot adouci. La litote, dire euh, un petit mot mais qui désigne un plus grand sens. Et l'antiphrase, ou bien l'ironie, dire le contraire de ce que je pense. C'est pour ça qu'on les appelle les figures de remplacement. Maintenant, partons voir les figures d'insistance. Ça veut dire il y a une sorte, on insiste, d'accord? On essaye de donner plus de sens au sens qu'on a déjà. Ça veut dire c'est insister. Et commençons par l'anaphore. C'est quand on est en train de répéter un mot ou une expression au début de plusieurs vers ou phrases. Pourquoi j'ai dit vers? Parce que cet anaphore est utilisé le plus dans la poésie. D'accord? Quand on est en train de répéter la même phrase pour donner euh, un sens plus insistant dans le texte qu'on est en train d'étudier. Ça veut dire que je suis en train de répéter le même terme. Vous avez ça normalement dans les refrains des chansons, quand vous voyez le refrain qui se répète, ou bien je suis en train de vous parler, je vous dis, voilà, cette rose qui a fait, cette rose que je vois chaque matin, cette rose que j'aime le soir, cette rose que, cette rose, cette rose, cette rose. Donc le fait de répéter à plusieurs fois le même terme, c'est ce qu'on appelle l'anaphore. L'hyperbole. L'hyperbole, c'est l'exagération dans les choix de mots. D'accord? Donc, je suis en train d'exagérer, bien sûr, afin de vous faire comprendre, bien évidemment, un sens. Comme je vous ai expliqué dans le début, je vais revenir une autre fois, les figures de style, normalement, ils ne servent à quoi? Donner un sens, d'accord? Un sens que j'ai envie, d'accord, que vous comprenez de mes paroles. D'accord? Ça veut dire ils ne sont pas utilisés juste pour la beauté ou bien l'esthétique de la phrase, mais c'est plus. D'accord? Pour vous faire comprendre ce que je suis en train de voir ou de ressentir. D'accord? Faire en sorte que ce sentiment ou bien cette image que je suis en train de voir soit rapportée par mes écrits au lecteur. C'est ainsi et c'est la raison primordiale pour laquelle on utilise les figures de style. Donc quand je dis l'hyperbole, l'exagération dans les choix des mots. Exemple, quand je vous dis que il a fait un bruit à réveiller les morts.
un bruit qui réveille les morts, ça veut dire que son bruit est vraiment, vraiment très brutal. Ce n'est pas un bruit que tout le monde... Parce que il faut savoir que chacun de nous a sa propre perception des choses. Alors que moi, en tant qu'auteur, j'ai envie que les choses soient universelles. Je vous donne un petit exemple et vous allez comprendre via cet exemple l'importance des figures de style. Exemple, prenons une personne qui habite par exemple dans une villa, dans un endroit qui est un peu lointain, égaré des autres formes de vie. Alors que nous avons une autre personne qui est en train de vivre à côté euh, d'un petit marché, d'accord, où depuis le matin, nous avons des vendeurs de légumes et de fruits qui hurlent pendant toute la journée, d'accord, pour vendre bien sûr leurs produits. Est-ce que la définition du bruit pour ces deux personnes sera la même? Non. Parce que la personne qui vit dans une villa, que il y a le calme, d'accord, pas de pollution sonore ou quoi que ce soit, cette personne, il se peut que même le fait qu'un petit oiseau vient siffler, chanter à côté de sa fenêtre, pourra consister pour lui une sorte de bruit. D'accord? Alors qu'une personne qui normalement se réveille chaque matin pour entendre des gens qui hurlent, ou bien il est sa chambre et il est normalement sur une route principale, à entendre tous les jours les bruits de voitures, de la circulation, pour lui, afin qu'il ait un bruit, d'accord, qu'il comprenne c'est quoi le bruit, il lui faudrait vraiment un niveau plus haut. D'accord? Ça veut dire nous n'avons pas les mêmes niveaux de compréhension des choses. Nous n'avons pas la possibilité d'exprimer les mêmes choses. Et c'est là où viennent les figures de style pour nous apporter l'aide nécessaire, nous aider à faire, bien sûr, voyager nos mots, d'accord, afin que chaque personne qui est en train de lire, quelles que soient ses circonstances, d'accord, puisse comprendre ce que j'ai envie de dire. Donc, l'hyperbole, l'exagération dans les choix des mots. Quand je vous dis que un bruit a réveillé un mort, que vous vivez dans une villa, que vous vivez dans une ville agitée ou bien dans une campagne, ou bien dans un endroit égaré, ou bien quand vous êtes seul, si je vous dis que sans bruit peut, dans le sens figuré, réveiller un mort, cela veut dire que, tout simplement, c'est un bruit vraiment très 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 fort. Et tout le monde va le comprendre. Voilà, c'est les purple. Ou bien, quand je vous dis être mort de rire. Chacun de nous a sa propre perception de l'humour, d'accord? Il se peut qu'il y ait une blague que moi je vais trouver bien sûr une bonne blague et que je vais rire pendant 2 ou 3 heures, alors une autre personne va en rire pendant une journée, alors que l'autre va même pas grincer, même pas rire, d'accord? Il ne va pas aimer la blague, d'accord? Mais quand on dit il nous a raconté une blague qui a fait en sorte que nous étions morts de rire, ça veut dire que vraiment c'était une très très bonne blague. La gradation. La gradation, c'est quand on est en train de, de, de monter dans l'essence. Ça veut dire, je suis en train de faire suivre dans une même phrase des termes et chaque terme est à un niveau plus élevé que l'autre. Et il n'y a pas mieux que la phrase célèbre de Corneille qui dit va, cours, vole et va. Non. euh, Marche, cours et vole nous venger. Marche, après, cours et après vole pour pouvoir nous venger. Vous voyez qu'il y a une juxtaposition des termes, mais chaque terme a un niveau plus élevé que l'autre. C'est ce qu'on appelle la gradation. Et comme vous voyez, ça vient déjà du terme grade, ça veut dire on voit qu'il y a une gradation. Dans cette gradation, il y a deux types. Il y a la gradation descendante ou bien ascendante. Quand on va avec des termes qui chacun a un niveau de plus, d'accord? Ou bien dans l'autre sens, quand on est en train de revenir en arrière. Par exemple, euh, une personne qui vous demande de l'argent, dans un premier temps, il va vous demander de lui donner, par exemple, 300 dollars ou bien 300 euros. Après, il vous dira, donnez-moi seulement 200, une centaine, une cinquantaine, ainsi de suite. Donc, les figures d'insistance, comme j'ai dit, c'est pour insister et pour
donner un sens plus fort au sens que on souhaite dire. Ça veut dire, je n'ai pas envie que la phrase sonne euh, dans votre oreille ou bien que vous êtes en train de la lire, vous la comprenez d'une façon simple. Non, j'aimerais que cette phrase ait un sens plus lourd pour votre compréhension. Donc c'est pour ça on dit les figures d'insistance. Maintenant, c'est les figures d'opposition ou bien on a une chose euh, qui est contre l'autre. Ça veut dire on a des contraintes. Les figures d'opposition, on a le chiasme, l'oxymore et l'antithèse. Le chiasme. Le chiasme, c'est le fait de relier deux termes, deux à deux, sans qu'ils aient généralement un rapport de sens. D'accord? Ce sont quatre termes, des fois, qui fonctionnent dans un ensemble deux par deux. Ça veut dire un terme avec le quatrième, le deuxième avec le troisième, d'accord? Sans même qu'ils aient la même nature, des fois même par rapport à la grammaire. Je vous donne un exemple. Ces murs maudits par Dieu, maudits par Satan. Ou bien, il regarde longtemps, longtemps regarde sans voir. Vous voyez, on a regarde, voir, longtemps, sans voir. Vous voyez, ce sont des termes qui sont ce qu'on appelle le chiasme. Euh, un autre exemple de Corneille, plus le fonceur est cher et plus grande est l'offense. Comprenez? Ça veut dire plus la personne qui est en train de m'offenser est chère à moi et plus cette offense est grande pour moi. D'accord? Vous connaissez, je suppose, la citation qui dit qui aime bien châtie bien. D'accord? Ça veut dire je peux faire de cette citation un chiasme et dire euh, euh, puisque je t'aime, je te punis et ma punition sera très forte. Vous comprenez? Ça veut dire deux termes qui ressemblent, qui fonctionnent deux à deux, sans qu'ils aient, bien sûr, la même nature grammaticale. Parce que des personnes, quand ils entendent les figures de style, ils attendent toujours la même nature grammaticale pour avoir une sorte d'esthétique. Non, dans le chiasme, ce n'est pas nécessaire. D'accord? Le nécessaire est de comprendre que ces termes-là, ils sont en train de fonctionner avec eux. Et normalement, ce sont deux phrases qui contiennent quatre termes, d'accord? Et que nous avons bien sûr deux termes, deux à deux, qui sont en train de s'opposer. Comme l'exemple que je vous avais dit dans un premier temps, ces murs maudits par Dieu, par Satan profanés. Ça veut dire, ces murs-là, d'accord, ils sont maudits par deux choses qui sont déjà à la base contraires, ou bien opposées, Dieu et Satan. D'accord? Donc, quand on voit une personne qui est maudite par Dieu et par Satan, on ne sait pas où il va partir. Parce qu'il est maudit par deux choses qui sont contre. C'est comme si je disais que cette personne n'ira ni en enfer ni en paradis. Parce que normalement, ce sont deux endroits qui sont opposés. Si je ne suis pas dans l'une, ça veut dire que je suis dans l'autre. Mais dans ce cas-là, je ne suis ni dans l'une ni dans l'autre. Ça veut dire deux sens opposés. Et moi, je constitue une troisième opposition qui oppose les deux. Vous comprenez? C'est un peu compliqué, mais comme je vous dis, les figures de style, c'est ce qui fait leur beauté. Et bien sûr, la beauté de la langue française, il faut juste, bien sûr, faire des exercices et faire et refaire, bien sûr, des tests avec, bien sûr, les œuvres que vous avez. Et sachez surtout, quand je parle des figures de style qui sont classiques, vous allez les retrouver le plus dans ou bien la tragédie d'Antigone, ou bien le livre de Victor Hugo, et on connaît tous Victor Hugo et on connaît son esthétique et sa classe dans l'écriture de ses œuvres. Contrairement à Ahmed Sfaroui, on ne va pas dire que ce n'est pas un bon auteur, mais c'est normalement la littérature maghrébine d'expression française. Donc c'est rare qu'on pourra retrouver des figures de style qui sont un peu recherchées, d'un style soutenu. Donc on peut retrouver la comparaison, la métaphore
Des fois la métonymie, la synecdoque, les antiphrases, mais quand on parle du chiasme, c'est vraiment une figure de style qui est très classe. Ça veut dire c'est rare qu'on peut la retrouver, même en cherchant des exemples, c'est rare de le retrouver même avec des écrivains qui sont d'origine française. Donc on les trouve dans les classiques. D'accord? Comme je vous ai parlé des registres de langue, il y a des registres de langue qui sont utilisés dans les classiques, dans les écritures classiques, d'accord? De Molière, Voltaire et ses amis. D'accord? Alors que pour les nouveaux auteurs, on voit vraiment l'absence de ces figures de style qui sont vraiment des figures qui sont, comme j'ai dit, trop et très très recherchées. Voilà, c'était pour le chiasme. Maintenant, passons à l'oxymore. C'est le fait de rapprocher deux termes qui sont carrément contradictoires, qui ont un sens vraiment opposé, mais dans un groupe de mots. Exemple. Le blanc et le noir, on sait que ce sont deux termes qui ont des sens contradictoires. Mais si je vous dis que je suis en train de porter un pantalon noir avec une chemise blanche, est-ce que vous n'aurez pas la possibilité d'imaginer ça? C'est très simple. Et c'est une phrase qui a vraiment un sens. Voilà, une personne qui porte un pantalon noir, une chemise blanche, ou bien le contraire, un pantalon blanc et une chemise noire. Ou bien, si je vous dis j'ai un bateau, euh, que normalement sa voile est blanche alors qu'il est en noir. Ça ne veut pas dire que ce bateau-là va se noyer à cause de cette contradiction. C'est tout à fait normal. Ça veut dire qu'on a deux termes qui sont opposés, mais qui nous servent bien sûr à avoir un sens plus évident. La phrase que j'aime le plus quand on dit une obscure clarté. Ça veut dire que c'est clair, mais d'une façon obscure. Et l'obscurité et la clarté, ce sont des mots qui sont contradictoires. Alors imaginez, on les a utilisés dans la même phrase et on n'a pas perdu le sens. C'est comme si, comme je vous dis, euh, l'oxymore est le fait de relier deux termes à sens opposé sans que la phrase perd son sens. Et la dernière figure de style qui est l'antithèse. C'est le fait, non pas comme l'oxymore de rapprocher deux termes dans la même phrase, ce n'est pas deux termes, mais on va plus. C'est pour rapprocher deux idées opposées. Deux idées qui sont opposées dans la même phrase. Par exemple, quand je vous dis que je suis en train de... Je vous dis, par exemple, quand j'ai parlé pour l'oxymore, j'ai dû et une obscure clarté. Ou bien, euh, obscure clarté, une évidence cachée. C'est l'oxymore, d'accord? Quelque chose qui est évident ne peut pas être caché. Mais quand je dis une évidence cachée, c'est pour désigner que nous avons une évidence, mais des personnes essayent de cacher la vérité, d'accord? Ou bien, comme je vous ai dit, obscure clarté, ça veut dire qu'on a même si c'est vraiment très clair, mais d'une façon obscure, d'accord? On peut même faire le contraire et dire euh, un noir clair. Je sais que des fois, ces phrases peuvent vous paraître inhabituelles, mais c'est le rôle des figures de style. C'est de essayer de peindre, d'accord, de faire une peinture avec les mots et de donner des sens qui sont vraiment nouveaux à qui on n'avait pas affaire auparavant. Sinon, d'accord, qui serait la différence entre un bon auteur et un auteur simple ou bien une personne qui n'a jamais essayé d'écrire? L'antithèse, c'est plus que deux termes dans la même phrase, mais c'est deux phrases carrément dans le sens opposé. Et là, je reviens à l'exemple que j'ai cité, par exemple à Blanche-Noire. Je, c'est l'exemple que je vous ai dit. Je suppose que l'exemple que j'ai dit, il sert mieux l'antithèse que l'oxymore. Je porte un pantalon noir et une chemise blanche. Nous avons la première partie de la phrase, le pantalon noir, et la deuxième partie, la chemise blanche. C'est ce qu'on appelle l'antithèse. Je, je- je suis en train de corriger. Ça veut dire que pour l'antithèse, c'est deux phrases, d'accord? Deux phrases qui ont un sens
différés ou bien opposés, bien sûr, dans une même expression. Une chemise blanche et un pantalon noir. Ou bien l'exemple, la voile est blanche, le bateau est noir. D'accord? Donc, deux sens, deux phrases opposées, d'accord, mais dans une seule expression qui font en sorte que le terme est toujours correct. Mais pour l'oxymore, ce sont deux termes dans la même phrase, d'accord? Blanc-noir dans la même phrase, d'accord? Euh, voilà. J'ai mangé un plat blanc et noir, ou bien blanc-noir, d'accord? Pour les fans de tout ce qui est, bien sûr, dressage pour les beaux plats. D'accord? Des fois, on utilise cette contraste pour désigner vraiment une esthétique des choses quand on est en train de manger un plat. Donc, je reviens. Peut-être que j'ai faim. C'est pour ça que je suis en train de parler gastronomie. Mais je reviens pour les figures de style. Donc, la différence entre l'oxymore et l'antithèse, comme j'ai dit. L'antithèse, comme vous voyez, l'antithèse, ça veut dire j'ai une thèse et une antithèse. Ça veut dire deux phrases avec bien sûr un sens opposé dans une même expression. D'accord? J'avais un pantalon noir et une chemise blanche. Le navire était noir, mais la voile était blanche pour désigner le même bateau. Donc le navire était noir, mais la voile était blanche. C'est le même bateau, sauf que le navire est noir, alors que la voile est blanche. D'accord? Pour l'oxymore, c'est une obscure clarté, une évidence cachée, d'accord? Ou bien une vérité falsifiée, une vérité menteuse. D'accord? Ça veut dire j'ai les deux termes qui sont opposés mais qui servent à rapprocher un sens bien précis. Donc voilà, je suppose que j'ai fait le tour des figures de style les plus importants. Donc il y en a à peu près 6, 12, 14. D'accord? Il y en a plus, croyez-moi. Les figures de style, il y en a plus. Il y en a même d'autres qui portent un nom différent. D'accord? Comme je vous ai dit, l'exemple de l'antiphrase et de l'ironie, c'est la même chose. L'antiphrase ou l'ironie, c'est la même chose. D'accord. Ou bien ils servent des fois à faire, ils ont bien sûr le même rôle ou bien le. D'accord? Donc vous pouvez retrouver ces exemples. Donc ce que je vous conseille toujours de faire vos exercices et bien sûr en se basant sur vos trois œuvres, la boîte à merveille, Antigone et le condamné à mort. Et comme je vous dis toujours, afin de faire bien sûr le tour et en même temps de gagner du temps. Si vous êtes en train de lire vos romans et par la même occasion vous avez le fluorescent ou bien votre marqueur dans la main et que vous êtes en train de souligner chaque figure de style, vous êtes en train de faire des accolades pour désigner un registre de langue, vous allez gagner vraiment un temps fou et à chaque fois vous allez revenir pour relire votre œuvre, vous aurez un livre qui sera plein de notes, plein de remarques qui vous aidera à réviser sans se perdre trop, bien sûr, dans la paperasse que vous avez, les cours et les exercices. Donc il vaut mieux en lisant, faire nos exercices, en lisant, essayer de souligner les métaphores que vous voyez que vous avez pu relever ou bien reconnaître dans vos œuvres. N'hésitez pas, si vous voyez qu'il y a des figures de style que j'ai nié de parler dans cette vidéo ou bien que j'ai oublié carrément d'en parler, n'hésitez pas à me le faire rappeler dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à nous donner des exemples de vos romans que vous avez devant les yeux. N'hésitez surtout pas, s'il vous plaît, de nous donner ces exemples-là, de les citer dans les commentaires. Ainsi, tous les élèves de la première année du bac, tous les gens qui ont Antigone, la boîte à merveille ou le condamné à mort dans leur examen auront la possibilité de voir une sorte de bibliothèque concernant les figures de style et les exemples relevés de vos œuvres. Donc, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée et en attendant bien sûr le cours prochain, je vous dis à très bientôt et n'oubliez surtout pas de lire vos romans et en même temps, s'il vous plaît, puisque vous avez ces deux cours de langue, essayez de les appliquer en lisant. Ça veut dire, vous êtes en train de lire vos œuvres et en même temps, relevez les registres de langue. Est-ce que c'est pathétique? Est-ce que c'est comique? Est-ce qu'il s'agit d'humour? Et en même temps, essayez de relever les figures de style. Est-ce que ce sont des figures de remplacement, notamment une périphrase ou un euphémisme, ou bien c'est du rapprochement?
comparaison en métaphore, est-ce qu'on est en train d'insister pour un sens, anaphore ou hyperbole? Est-ce que s'il y a de l'opposition, antithèse, oxymore ou chiasme? Donc, s'il vous plaît, avec l'exercice, vous allez vous porter bien sûr, avec votre examen, et je vous souhaite toute la chance du monde et je vous dis à très très bientôt.